Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces tableaux qui s'appellent l'allégorie du temps gouverné par la prudence. Une peinture à lui, il est réalisée vers 1565-67 par Titien, en italien Tiziano Vecellio, citoyen de la République de Venise, qui a vécu environ entre 1490. Bon, on ne connaît pas, c'est assez incertaine la date de naissance, parce qu'elle aussi la trouble beaucoup pour des raisons bizarres, et qu'il meurt en 1576 par la peste. C'est une huile sur toile de moyen format, ou même de petit format, et est conservée à la National Gallery à Londres. Alors, juste une petite histoire de ce qui est Titien. Titien est né à Pieve di Cadore, un petit village qui est niché entre les montagnes et les grandes forêts dans la Vénétie du Nord. Il est issu d'une ancienne famille, très aisée, très riche et puissant, i Vecellio, dont la plupart sont notaires et d'autres de commerçants de bois. Très jeune, il abandonne ces montagnes et descend à Venise, dans la lagune, où il commence dans la Bottega dei Bellini, c'est deux peintres très célèbres de Venise et qui fondent l'image même de Venise, une très longue et triomphale carrière qui va durer environ 60 ans, même quasiment 70 ans, et qu'il verra un moment être la grande star européenne de la peinture, avec un portefeuille de clientes qui est hyper importante, qui voit les papes, l'empereur Charles V, ou le roi Philippe II d'Espagne et tous les seigneurs italiens, de Gonzague à la famille Estense. Alors, ici, il y a des choses étranges déjà. En 1518, il devient le peintre officiel de la République de Venise, donc il a la patente di censale. Mais paradoxalement, à partir de 1525, donc 7 ans après, il ne produit plus quasiment rien à Venise. Mais il travaille exclusivement au niveau européen, chose qui le rend le premier peintre européen. Il incarne dans sa production artistique surtout une mutation politique qui est propre de la République de Venise, qui après la paix de Cambrai commence à s'intéresser un peu à la domination terrestre plutôt qu'à celle maritime. Et Titien, en fait, il se situe en fait dans ce changement politique. Il succède à son ancien maître, qui est Giovanni Bellini, qui a été le censale de Venise pendant 40 ou 50 ans. C'est le peintre qui a fait fleurir des saints et des madones dans toutes les églises de Venise, un peintre qui est très spirituel, très mystique. Titien, et il travaille qu'à Venise, Titien, il opère d'une façon totalement différente et contraire. C'est un artiste qui est profondément économique, donc c'est un homo economicus, et il décide pas du tout de travailler avec le patriciat de l'oligarchie vénitienne, qui lui préférait toujours Tintoretto ou Veronese, mais il commence à se chercher comme une espèce de chef d'entreprise ou d'agence, d'agent vraiment lui-même, des commanditaires dans le monde entier. Et des commanditaires qui sont hyper riches et puissantes parce que Titien, c'est pas moi qui le dis, il est littéralement obsédé par l'argent. Alors, Titien, la chose qui est curieuse, c'est que c'est un des premiers fabricants d'images. Il constitue une fabrique d'images qui opère au niveau européen, une bottega, un laboratoire qui est situé au fond d'à côté de Tedeschi à Venise, dans le centre de Venise, et qui produit une quantité d'œuvres qui est délirante. En fait, il produit d'œuvres de caractère religieux, mythologique, allégorique, profane, de toute typologie pour tous les clients, surtout ceux qui payent cher. Alors, donc nous pouvons parler d'un système titien, parce qu'en fait on ne parle pas d'une figure seule, mais d'un système entier qui est vraiment familial, qui opère une transformation dans le mécanisme de production et diffusion des œuvres en Europe, et même de reproduction, parce qu'il y a tous les gravures aussi, et les dessins qui sont signés par son copyright, qui est au monopole d'ailleurs. Un système qui facilite donc la circulation de modèles ou de typologies dites titianesques qui sont fabriquées dans sa bottega, souvent par ses assistantes, parce qu'à partir de 1525, Titien s'occupe beaucoup plus de récupérer son argent, des crédits, des retraites, des bonus, des privilèges, et donc parfois il met que des signatures où il fait juste des détails. C'est ses assistantes et sa famille qui s'occupent du reste. Donc un peintre qui est très lointaine du génie ou de l'artiste romantique, comme certaines peuvent penser. Mais bon, au-delà de ça, Titien aussi, ils vendent du bois, donc ils commercent du bois qui est le bois qui permet à Venise de se fonder. C'est tous les troncs qui viennent des forêts du nord de la Vénétie. Et donc Titien, il est vraiment le titulaire d'un holding artistique qui se fonde sur une structure strictement familiale, ou pour groupe familial, j'entends bloc d'intérêt en fait, ou gestion d'un patrimoine. C'est quelqu'un qui va se méfier beaucoup d'autres, parce qu'il a une typique méfiance des montagnards. Ils n'en veulent pas, les montagnards, ici. Et un personnage qui, selon Vasari, toujours, c'est pas moi qui dis ça, il est affecté par une immense cupidité. Donc il va multiplier, démultiplier ses intérêts économiques et financiers dans toutes les façons. Bon, alors pourquoi je parle de tout ça face à un tableau qui est plutôt énigmatique, mystérieux, allégorique. En fait, moi, je fais une description qui est vraiment éminemment économique de Titien,
parce que je pense que cette hypothèse un peu économique peut donner une réponse à ces tableaux qui est vraiment obscur et en fait plein de couches de signification. Et c'est une hypothèse qui se lie intimement à la vie de l'auteur et qui peut éclaircir l'usage de ces tableaux, son adresse et une réponse-solution en question très douloureuse chez Titien, que c'est son héritage, qui est un héritage économique, politique, juridique et au final aussi plastique, poétique. Bon, mais on va revenir à la toile, parce que sinon ça va prendre vraiment longtemps. Donc, ces tableaux, il est révélé au monde en 1924, il appartient en collection privée à Londres. C'est un tableau haut en couleur, très dense, selon la magnificence en fait, du dernier maniérisme de Titien. C'est un de ses dernières œuvres, il a été produit en 1565, Titien, il doit avoir 75 ans, donc il est assez âgé, il est très longève, et c'est 10 ans après sa mort. C'est un tableau assez unique. Bon, il s'appelle Allégorie de la prudence, mais c'est plutôt un emblème, ou quand même il participe de la nature de l'emblème, parce qu'en fait, c'est au-dessous, vous pouvez voir, il y a un titulus, il y a une devise latine qui illustre une image visuelle. C'est en fait un titulus philosophique, oui, qui énonce une image visuelle, plutôt qu'une image visuelle qui est revêtue d'une connotation philosophique. Et ça, c'est plutôt une allégorie. Mais bon, le XVe siècle est plein d'objets de cette typologie, en fait, d'images symboliques et d'images allégoriques. Et ici, on a une image qui présente une structure emblématique, donc un combinatoire entre des images allégoriques, que là on voit ces deux tricéphales, 3 têtes d'hommes et 3 têtes d'animaux, dans un espace d'allégorie aussi. Et c'est des images qui sont allégoriques, ceux qui sont à l'intérieur du tableau, parce que, elles démultiplient la possibilité de leurs interprétations, et car elles disent quelque chose qui n'est pas à l'intérieur d'elles-mêmes, mais plutôt qui tombe à côté, ou de là, ou ailleurs. Bon, ça permet de construire une image emblématique, qui est à l'intérieur d'un espace allégorique, qui nous propose des combinatoires, et qui nous demande une capacité herméneutique importante. Donc, c'est un objet un peu qui participe du symbole, de l'énigme, de l'apophthegme, du proverbe. C'est un objet assez complexe. Il y a 2 analyses qui ont été faites. Je le dis tout de suite. C'est Daniel Arras dans ses livres, le sujet dans le tableau. C'est 50 pages d'analyse. Et l'autre, c'est Panofsky en 1926. Donc, elles sont à 50 ans de distance. Et c'est 2 analyses assez riches et iconologiques. La chose qui est assez curieuse de cette image, que nous ne pouvons pas lire cet objet ou ces dispositifs si on n'arrive pas à décodifier ces arrière-pensées qui sont nichées dans le titulus qui est au-dessous, que là je vais vous lire en latin et je vais vous dire qu'est-ce que ça signifie. Et c'est un tableau qui, c'est assez curieux, peut se présenter comme un espèce de voyage initiatique, chose qui est très à la mode dans la Venise, dans l'Europe du 15e, 16e, et qui nous met face à une énigme, un peu comme Édipe face à la Sphinx, dont la solution nous peut permettre, ou mieux, aux héritiers de Titien, leur permettre d'accéder à son royaume et à son héritage. Donc, je vais vous lire la phrase qui est au-dessous, c'est « Ex praeterito prasens prudenter agit, ni futuractione de turpet ». Informé du passé, le présent agit avec prudence, de peur qu'il n'aille à rougir de l'action future. Donc, cette devise est au-dessous de 3 têtes d'hommes, qui sont superposées à 3 têtes d'animaux. Donc on a 3 diptyques humaines bestiales. Donc à gauche, il y a un vieil homme avec un loup. Au centre, il y a un homme d'âge mûr avec un lion. Et sur le côté, on a un jeune homme et un chien. Les 3, ils sont peints d'une façon différente. Un est plus en ombre, l'autre il est plus en lumière, un c'est en nom fini, un c'est... Bon. Il y a des techniques différentes pour chaque personnage. Au-dessous, la devise latine, elle est divisée en 3, donc c'est assez clair. Elle est chaque partie, chaque morceau de cette devise latine ou de ce motto titulus, elle est coloquée précisément sur la tête ou au-dessous d'un diptyque, donc c'est assez clair. Et au milieu, on peut voir en fait que la chose plus importante, c'est praesens prudenter, donc agir avec prudence. Est en fait ces dispositifs qui est un peu particulier, en fait c'est cette allégorie de la prudence. Alors, donc les 3 visages, alors, je vais essayer de démorceler, un peu décortiquer tout ça, ce montage qui fait Titien, qui est très atypique, comme ça on peut aller bien comprendre comment ça marche. Alors, les 3 visages représentent selon un schéma assez classique les 3 étapes de la vie de l'homme, ou ces 3 modalités temporelles, ou les 3 âges de l'homme. Et le titre du tableau nous oblige à connecter ces 3 formes du temps avec l'idée de la prudence. Voilà. Et c'est plus compliqué parce que l'idée de la prudence, en fait, elle marche avec 3 facultés psychologiques dont l'exercice conjoint débloque la prudence, qui sont
la mémoire, l'intelligence et la prévoyance. Donc, ils sont déclinés dans le vieil homme, l'homme mûr et l'homme jeune. Et les trois animaux aussi. Parce que les trois animaux aussi, je vais en parler après, c'est une représentation zoomorphe du temps et aussi de la prudence. Alors, mais par contre, la partie supérieure, c'est un schéma typique dans l'iconographie médiévale. On le retrouve dans des répertoires morels, dans des encyclopédies populaires. Bon, donc c'est assez facile. La prudence consiste dans la mémoire du passé, la mise en ordre du présent et la méditation du futur. Des choses qui remontent déjà à Platon avec le conseil avisé, qui après sont filtrés par Sénèque dans l'époque latine et qui arrivent au Moyen-Âge. Donc je vais un peu sauter parce que sinon il y a beaucoup d'exemples différents, de déclinaisons différentes de cette allégorie de la prudence. Alors, le problème se pose, parce que la partie de trois têtes d'homme, la partie anthropomorphe, elle se pose dans une tradition classique, purement occidentale, c'est l'image classique de la prudence. Le problème, c'est le montage kiffétician avec la partie inférieure. Donc, cette représentation zoomorphe du temps, cette partie animalesque, que Panofsky, il a écrit lui aussi 50 pages sur ça, nous fait remonter à un domaine qui est un peu plus éloigné, un peu plus obscur, des religions à mystère. Donc c'est égyptienne ou non prétendue égyptienne, domaine qui est perdu de vue par tout le Moyen-Âge chrétien, surtout le bas Moyen-Âge, mais qui va réémerger confusement un peu avant l'époque de Titian, donc au premier humanisme dans la Renaissance. Donc ces monstres tricéphales qu'on voit en bas, là je vous montre... Et voilà, je vous le mets là. En fait, c'est le dieu Sérapis, qui c'est en fait l'équivalent égyptien du dieu grec Apollon. C'est conçu comme un symbole de force, de cyclicité cosmique. Ça, c'est. Je vais être court parce qu'il y a vraiment beaucoup de couches. C'est Macrobe, qui c'est un astrologue romain, tout savant, qui nous raconte ça dans un livre très beau, que c'est les Saturnalia. Il nous raconte que Sérapis, c'est un dieu qui est un symbole de force, cyclicité cosmique. Il oublie aussi, malheureusement, et ça va causer beaucoup de problèmes dans l'interprétation de ces tableaux et d'autres choses, que c'est aussi un espèce de dieu des enfers. Et aussi l'an serpent, qui représente la cyclicité cosmique. Dans Macrobe, il dit ça représente le temps. Le serpent, c'est l'éternité, c'est la circularité qui écrase tous les trois temps. Pétrarque, au début de la Renaissance, y retrouve après 900 ans ce manuscrit et il s'improvise, il se métamorphose lui aussi comme ce dieu en mythographe. Par contre, il puise les sources médiévales et il nous propose une cinquantaine ou centaine de phrases dans un texte, un poème néo-païen qui s'appelle Africa, et il fait une description de ces dieux. Et ces dieux, il devient Apollon, donc une divinité solaire, une divinité de force, qui rentre dans l'iconographie médiévale et il chamboule un peu tout le champ d'interprétation de cet objet, qui après arrive à Venise. Bon, là, je vais sauter des choses, parce qu'il y a toute la partie des emblèmes d'Andrea Alciati, les hiéroglyphiques di Piero Valeriano, l'iconologie de Cesare Ripa. En fait, c'est tout un ensemble de chercheurs, des savantes, qui essayent de faire des atlas ou des gros livres où ils rassemblent en fait ces images qui sont présentes dans le monde gréco-romain, égyptienne, c'est purement occidental, et ils essaient de comprendre comment elles fonctionnent. En fait, souvent, elles sont liées aussi à des animaux, à des divinités. Bon, il y a vraiment beaucoup de lectures. Mais de base, je pense Panofsky et aussi Arras, ils se sont demandé cette question, surtout Panofsky au début. Pourquoi, d'un point de vue iconographique, Titian, il est aussi un intellectuel, mais il est aussi quelqu'un de très pragmatique, il va complexifier cette allégorie de la prudence à ce niveau. En fait, pourquoi il va prendre deux allégories ou deux choses hétérogènes qui apparemment sont chargées du même sens pour dire la même chose? En fait, pourquoi il fait ces montages, cette superposition? Alors, il prend une allégorie de la prudence à l'ancienne mode et une allégorie de la prudence qui est vraiment atypique dans le 1500. Elle existe que dans un livre qui est le Hypnotermachia Polyphili, qui est un livre dont je vais parler plus tard. Mais bon, donc on ne sait pas pourquoi, ça peut être un chiasme, un diaphore, donc la répétition d'un même mot déjà employé avec une signification nouvelle. De toute façon, c'est assez complexe et c'est un peu la mode de la période de condenser des associations d'idées, des significations qui parfois sont divergentes ou convergentes pour complexifier aussi le rapport qu'on a au monde. Mais bon, moi je vais vous proposer ici plusieurs hypothèses de lecture de ces tableaux, des hypothèses qui peuvent tous cohabiter, vu que le tableau, je viens de dire, s'est construit sur un principe de condensation des significations, qui est quelque chose qui est très propre au 15e et 16e, et des différents métamorphoses de sens et d'enchevêtrement d'idées qui parfois semblent pouvoir se contredire. Donc je commence avec la première hypothèse, j'en ai 6. Elles sont courtes par contre.
Voilà. La première hypothèse, je l'emprunte à Panofsky, est relative à l'usage et à l'adresse du tableau. L'ouvrage met en scène. Il faut que je vous dise quelque chose, en fait. J'ai oublié, c'est énorme. Les trois personnages, ils sont qui? La personne qui est toute... le vieux, c'est Titien, en fait. C'est un autoportrait de Titien, et ça, on le sait parce qu'à la moitié du XXe siècle, quelqu'un se rend compte que cet autoportrait qui est présent au musée du Prado, que c'est un autoportrait très tardif de Titien, en fait, est identique à ce visage. Donc, là, le vieux, c'est Titien, donc c'est un autoportrait de Titien dans la fin de sa vie. L'homme au milieu, c'est Orazio, le fils que Titien a aimé énormément, le fils qui après va reprendre en fait son activité. Et le jeune, c'est Marco Vecellio, son petit-fils adoptif. Donc en fait, c'est un portrait familial, un triple portrait familial. Donc, pour moi, la première hypothèse, c'est une hypothèse qui est relative à l'usage et à l'adresse du tableau. L'ouvrage met en scène l'abdication orgueilleuse, je prends les paroles de Panofsky, droit de la peinture vénitienne. Titien, qui a dominé pendant 50 ou 60 ans tout ce qui faisait toute la peinture plus ou moins italienne, et qui lègue à travers cette image les mesures financières et légales prises par son clan, i Vecellio. Le tableau a la fonction de couvercle d'un petit coffre-fort, qu'en italien on appelle ripostiglio, qui sont petits placards dans des maisons de riches, dans des palais, à l'intérieur duquel on met des biens qu'on essaie de protéger. Donc ça peut être des biens, des bijoux, de l'argent, des documents. Donc ces tableaux est un testament, donc quasi un document légal, qui désigne un héritage économique, juridique, politique et aussi plastique, parce que Titien lègue aussi sa peinture et son système économique auquel il est très attaché. La deuxième hypothèse que j'avance est que ces tableaux soient de nature commémorative. En 1565, Titien fête ses 75 ans, 3 fois avant 5. Et c'est donc une autre image triple. Et sa longévité est synonyme d'une vie protégée par les dieux. Donc c'est un tableau qui sûrement peut-être s'est adressé aux dieux. Donc Terre agit, on peut lire là au milieu, dans la devise, Terre agit donc 3 fois l'action, agir 3 fois. Donc pour la 3e fois, le temps présent lui accorde 25 ans. L'image est donc réalisée pour une bonne occasion et pour fêter un kairos exceptionnel. Avec cette image, il saisit cet instant, en fait, dont il fait 75 ans. Titien le vieillard devient Saturne, qui est souvent aussi associé au loup. Et le dieu solitaire est triste car il est conscient de la caducité de la vie et de la mort. À côté, il y a son fils, Kairos, qui est le fils de Saturne dans la mythologie et qui incarne le présent qui se transforme en action. Ça, c'est à travers la prudence, qui devient aussi une action, qui agit le tableau, et qui n'est plus une vertu, mais action. L'usage du tableau est toujours intime, et son adresse, ce sont les dieux. Pour moi, dans ces cas-là, peut-être les 3 parcs, donc une autre image triple. Les fileuses qui mesurent la vie des personnes et tranchent le destin. Donc Titien, il se rend compte que bientôt, peut-être, les parcs vont trancher sa vie. Donc ça, c'est aussi une image testament. Le 3e hypothèse est que ce tableau représente en effet le Kairos et qu'il soit adressé principalement à Orazio, le fils adoré de Titien, qu'il est au milieu, en fait, dans l'âge mûr, et qui va hériter, en fait, toute l'entreprise de Titien. Alors, il y a quelque chose d'important, en fait. Titien a un autre fils qui s'appelle Pomponio, qui est le maudit frère aîné de Orazio, auquel Titien enlève l'héritage, parce que en fait, c'est le fils plus grand de Titien, il fait littéralement n'importe quoi pendant sa vie, il dilapide en bonne partie le patrimoine de Titien en le faisant désespérer, il vend même des tableaux de père pour aller aux prostituées, pour acheter des oiseaux de chasse, pour aller au casino. Bon, il fait n'importe quoi. Donc il lui enlève l'héritage, et ça va causer des problèmes, et cet objet aussi créé pour ça. Donc ces tableaux invitent Horace, qui est au milieu, à agir avec de la prudence, qui n'est plus une vertu, mais comme j'ai dit tout à l'heure, se transforme dans une modalité d'action. Horatio, dans la nuit du père qui décline vers le royaume des ombres, doit saisir le temps qui reste, le temps qui manque, avec décision. Homo faber sue fortuna est, disait le latin. C'est à nous de forger notre propre destin, et c'est ce que Titien demande à son fils. Le temps passe rapidement, et il faut le saisir, avec intelligence, avec la pensée, avec un geste intempestif. Et ce geste soudain, qui dans ces cas est un agir politique et plastique, et aussi juridique, nous ouvre la possibilité à toute action future, qui sont de l'autre côté de la peinture, et là, exactement au milieu de la nuit, donc le déclin du père, et de la mort, donc, quand toute action nous semblait impossible. La 4e hypothèse, je la relie à la mort, donc que l'allégorie de la prudence soit aussi une allégorie de la mort. En fait, Titien est très vieux, il sait que sa vie ne va pas continuer longtemps,
Bon, à partir de ce travail de condensation, cette association d'idées à la fois divergentes et convergentes, surtout dans la représentation de trois temps, il y a un temps qui n'est pas représenté, c'est celui de l'éternité, et qui souvent peut se figer dans l'idée de la mort. Donc là, je ne peux pas expliquer tout ce qu'il y a écrit dans le livre de Arras, et comment tout ça est expliqué, mais en fait, Sérapis, en premier lieu, je dis, c'est un dieu des enfers. Le serpent qui manque au petit monstre tricéphale avec les trois museaux d'animaux, c'est qui manque, et pour Arras représente la méduse, qui est dans la Renaissance en fait, et aussi un symbole de la prudence, parce que Persée, il a un bouclier qui est la prudence, c'est une allégorie de la prudence qui permet de tuer la méduse, qui est une image de la mort et de la terreur. Et le bouclier est lié à Minerve, qui est aussi une autre divinité qui est liée à la prudence. Donc, en fait, il y a une stratification de signification qui est extrêmement complexe, que Titien met à l'œuvre, met en scène dans ses tableaux. Donc, l'autre hypothèse que la méduse soit le fond invisible de ces tableaux, donc c'est une image de mort ou d'un serpent qui est l'éternité, et donc qui est le fond invisible de l'image. Et cette absence, comment je peux dire, elle indice de sa présence latente. Donc, le serpent est la règle invisible qui structure l'économie du tableau, comme à l'époque structurait l'économie de Sérapis, qui étaient ces trois petits monstres liés par un serpent. Et cette absence, est le fond même de l'image, est à la fois la chose qui la hante. Donc, un totem mortuaire que Titien lègue à son clan avant de s'enfoncer dans le royaume du loup, qui est posé sous lui. La cinquième hypothèse, on a quasiment fini, est que cette image soit en voyage initiatique ou en labyrinthe. Alors là, je vais montrer rapidement tout ça. Titien nous met face à un objet qui, comme je dis, présente un hermétisme volontaire, qui est sévère, qui nous empêche d'y rentrer, en fait, car ces demandes de mode de lecture sont trop complexes. Le tableau est en fait profondément inspiré par l'hypnothéromaque et Polyphilie, auquel Fabien a dédié une autre Philiconi. C'est un best-seller de la Venise de 1500, au saveur hermétique et obscur, qui raconte l'aventure d'un jeune homme qui s'appelle Polyphile, qui après un voyage allégorique où il traverse un million de choses extrêmement étranges aussi, des hiéroglyphes, des emblèmes, des créatures, des triomphes, il arrive à découvrir que toutes les choses humaines ne sont que des rêves, et après ça, il rentre dans une espèce de pyramide obélisque où il y a des hiéroglyphes qui Titien réutilise parce qu'il y a aussi Sérapis, et il accède à la plénitude de trois temps. Donc en fait, il y a un serpent et il y a aussi à nouveau les trois champs. Donc ça, il y a Hermès aussi qui présente la valeur hermétique de l'œuvre. Et aussi permet une autre chose, que c'est donner l'immortalité à l'artiste à l'intérieur de son œuvre, chose que Titien fait avec ses testaments. En fait, à travers son œuvre, Titien devient immortel, il s'immortalise. Donc c'est à partir c'est juste pour dire que c'est dans ce texte et un autre texte dont je ne vais pas parler que Titien récupère les idées l'idée de ces deux tricéphales, humain et bestial, qu'il associe et qu'il monte pour produire cet objet. J'arrive à la sixième et finalement la dernière hypothèse, est que cette image soit, et ici je vais reprendre Arras pour terminer, une image souvenir ou un imago agens, donc lié à l'ars memoriae. Mais avant tout, pour moi, c'est une image familiale, en fait. Titien, pendant longtemps, les gens ont pensé qu'il s'était dissimulé et il avait fait exprès pour ne pas être reconnu, mais il ne s'est pas du tout dissimulé derrière toutes ces allégories, ces formes. En fait, pour les membres de sa famille, il était facilement reconnaissable. En fait, cet objet est totalement dédié aux membres de sa famille, spécialement à son fils et son petit-fils. Les tableaux s'est adressé à ceux qui viennent, en fait, à ceux qui appartiennent au futur et qui se construiront sur les ruines fertiles de ses pères, qui désormais, tournés vers un horizon qui n'a plus de forme, nous rend accessible quand même pour la dernière fois son chant, en fait, son testament, qui dessine les premiers pas que nous ferons quand il sera absente. Alors, Titien ici, pour moi, il devient un peu, parce que c'est une image un peu crépusculaire, non? Donc il est un peu comme le portrait d'un crépuscule. Donc ces ténèbres confus qui vient après le coucher de soleil, mais qui nous laisse quand même en héritage une petite lumière qu'on peut voir dans les yeux de son fils Horatio. Une petite lueur qui va nous guider à travers la nuit et son obscurité, en nous empêchant de désespérer, et ça c'est vraiment l'action de la prudence, avant l'arrivée de l'aube.